Lors du dîner de fiançailles de ma sœur, mes parents ont exigé que je transfère mon entreprise devant toute la famille. Quand j'ai refusé, mon père a déchiré ma chemise et m'a humilié. J'ai quitté la salle et j'ai passé un appel. Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'est arrêtée à la porte. Et quand mon père a vu de qui il s'agissait, il a eu un malaise. 10 minutes plus tard, le pire est arrivé. Le lustre au-dessus du dîner de fiançailles d'Isabella projetait des ombres dansantes sur les visages de 43 membres de la famille et amis. Mais aucune de ces ombres n'était aussi sombre que l'expression sur le visage de mon père lorsqu'il s'est levé, a tapoté son verre de vin et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Avant de trinquer au couple heureux, Stella doit céder sa société à la famille. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger tintement du cristal et du froissement des tissus coûteux, tandis que les têtes se tournaient vers moi. J'étais assise, figée sur ma chaise à la table 6, pas à la table familiale, jamais à la table familiale, regardant Franck Romano commander la pièce avec la même présence autoritaire qui m'avait terrifié enfant et qui faisait encore se serrer mon estomac dans une appréhension familière. « Papa » dit doucement Isabella depuis la table d'honneur, sa robe de fiançailles blanche lui donnant l'air d'un ange égaré par inadvertance au purgatoire. Ceci est censé être à propos de Tony et moi. C'est une question de famille, rétorqua Franck, sa voix portant le genre de finalité qui avait mis fin à chaque dispute dans la maison Romano au cours des 29 dernières années. Il s'agit de s'assurer que nous sommes tous protégés, que tout le monde est pris en charge. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie plus faible que je ne l'avais prévu. Mon entreprise ne fait pas partie de cette famille. Le rire de Franck fut aussi tranchant que du verre brisé. SecureNet Technologies existe grâce à cette famille. Grâce au toit que nous vous avons mis au-dessus de la tête, la nourriture que nous vous avons mise dans la bouche, les écoles privées dans lesquelles nous vous avons envoyé. Ses yeux se fixèrent sur les miens à travers la pièce. Tout ce que vous possédez nous appartient. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même, dis-je en me levant lentement. Mes jambes se sentaient instables, mais ma voix gagnait en force. SecureNet m'appartient. Espèce de petite ingrate. Franck se mit à traverser la pièce, son visage rougissant d'une rougeur dangereuse qui précédait ses pires explosions. J'avais déjà vu cette couleur. Généralement juste avant que quelque chose ne se brise. Généralement moi. Franck, s'il te plaît. Ma mère, Maria, murmura, mais elle ne bougea pas pour l'arrêter. Elle n'a jamais bougé pour l'arrêter. La pièce remplie de parents et d'amis de la famille regardait dans un silence horrifié tandis que Franck Romano attrapait sa fille par les épaules et me secouait assez fort pour faire claquer mes dents. Vous signerez ces papiers, Stella. Ce soir, devant tout le monde. Non, dis-je, le mot tombant entre nous comme un gant jeté. C'est à ce moment-là qu'il a déchiré ma chemise. Ses doigts attrapèrent le tissu de soie de mon chemisier et tirèrent le matériau, le déchirant de l'épaule à la taille, exposant le soutien-gorge noir en dentelle en dessous à une pièce remplie de gens qui m'avaient vu grandir. Les halètements et les murmures choqués ressemblaient à des coups physiques, mais pas autant que l'humiliation qui me brûlait la poitrine. Vous voulez agir comme une, commença Franck, sa voix pleine de dédain. Il a continué, un sourire cruel étirant ses lèvres. Alors nous vous traiterons comme tel. Signez les papiers ou sortez de ma vue. Isabella pleurait maintenant, ses mains pressées sur sa bouche. Tony avait l'air de vouloir intervenir, mais ne savait pas comment. Maria regardait son assiette comme si le motif de la porcelaine était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. J'ai rassemblé les bords déchirés de ma chemise et j'ai marché vers la sortie avec autant de dignité que j'ai pu en rassembler, passant devant des tables remplies de parents qui ne rencontraient pas mon regard, devant des associés commerciaux qui étaient soudainement très intéressés par leurs assiettes à dessert. Le couloir de l'hôtel était béatement vide et frais contre ma peau brûlante. Je me suis appuyé contre le mur, et sorti mon téléphone et ai passé l'appel que je me préparais à passer depuis 3 ans. C'est le moment, ai-je dit lorsque la voix familière a répondu. Vous êtes sûr de ça, gamine? Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé aux mains de Franck sur moi. Au son du tissu qui se déchire. À 29 ans passé à être traité comme une propriété plutôt que comme une personne. Je suis sûr. Donnez-moi 10 minutes. J'ai raccroché et j'ai attendu, mon cœur battant contre mes côtes. Par les portes vitrées givrées de la salle de banquet, je pouvais voir la fête continuer. Franck avait probablement trouvé une excuse pour mon instabilité émotionnelle et était passé à trinquer au couple heureux. Exactement 10 minutes plus tard, une Mercedes noire s'est arrêtée devant la voie circulaire de l'hôtel.
Les vitres étaient si sombres qu'elles ressemblaient à des miroirs, et le moteur était si silencieux que je pouvais à peine l'entendre par-dessus le son de ma propre respiration. La porte arrière s'est ouverte et Vincent Torino en est sorti. Même à 15 mètres, je pouvais voir Franck à travers les fenêtres de la salle de banquet. Il était en plein milieu d'un toast, le verre de vin levé, la bouche ouverte dans ce qui était probablement un discours sincère sur la famille, l'engagement et l'importance de rester soudés. Puis il a vu Vincent marcher vers le bâtiment, et le verre de vin lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol en marbre. Franck Romano, l'homme qui avait bâti un empire de la construction par pure force de volonté, qui n'avait jamais reculé devant un combat de sa vie, qui venait d'agresser physiquement sa propre fille devant 43 témoins, s'est effondré au sol comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. La dernière chose que j'ai vue avant que Vincent ne disparaisse dans l'hôtel, fut le visage de mon père, blanc comme la robe de fiançailles d'Isabella, les yeux écarquillés d'une terreur que je n'avais vue que dans les cauchemars. La famille Romano avait toujours été bâtie sur des secrets, mais je ne l'ai compris que lorsque j'ai été assez âgé pour reconnaître la différence entre ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient dire. Grandir dans notre maison, c'était comme vivre dans un beau musée où toutes les expositions étaient mal étiquetées. Tout avait l'air normal de l'extérieur, mais les explications n'avaient jamais vraiment de sens. Franck Romano possédait Romano Construction, une entreprise qui avait construit la moitié des développements commerciaux à Portland au cours des 20 dernières années. Nous vivions dans une maison qui aurait pu figurer dans des magazines d'architecture, prenions des vacances dans des endroits que d'autres familles ne voyaient que dans des brochures de voyage, et je n'ai jamais manqué de rien matériellement. Mais l'argent, j'ai appris tôt, était une arme entre les mains de mon père, quelque chose à utiliser pour le contrôle, la manipulation et la punition. Tu manges parce que je subviens à tes besoins, disait-il quand je lui demandais pourquoi je ne pouvais pas dormir chez des amis. Tu as des vêtements parce que je travaille. Tu vas à l'école parce que je paie. Tout ce que tu possèdes m'appartient, pour donner ou pour reprendre. Isabella comprenait cette dynamique instinctivement et avait appris à la naviguer avec la grâce d'une diplomate. Elle est devenue la fille parfaite, belle, obéissante, reconnaissante pour chaque privilège, et prudente de ne jamais remettre en question la source de la richesse de notre famille. Elle a eu des leçons d'équitation, des vêtements de designer et des frais de scolarité universitaire pour étudier l'histoire de l'art, des sujets qui ne représentaient aucune menace pour l'autorité de Franck. Je suis apparemment né sans le gène de la soumission. Dès l'âge de 12 ans, je posais des questions gênantes sur la raison pour laquelle les amis de papa avaient toujours l'air de sortir de films de gangsters, pourquoi notre maison avait plus de sécurité que le manoir du maire, et pourquoi Franck payait tout en espèces. À 14 ans, je construisais des ordinateurs avec des pièces détachées et j'apprenais les langages de programmation par moi-même pendant que mes camarades de classe apprenaient à se maquiller. Ce n'est pas normal que les filles s'intéressent autant à la technologie, avait dit Maria, me regardant coder tard un soir. Les garçons n'aiment pas les filles plus intelligentes qu'eux. Alors je trouverai des garçons plus intelligents, avais-je répondu, sans lever les yeux de mon écran. Ce fut la nuit où j'appris qu'avoir des opinions était dangereux dans la maison Romano. La première fois que Franck m'a frappé, j'avais 16 ans et j'avais été accepté au MIT avec une bourse académique complète. Au lieu de célébration, la nouvelle a été accueillie par des leçons sur l'obligation familiale et l'importance de rester près de chez moi. Lorsque j'ai suggéré que peut-être je ne voulais pas étudier le commerce et reprendre Romano Construction, la main de Franck s'est connectée à ma joue si fort qu'elle a laissé des ecchymoses en forme d'empreinte digitale. Vous ferez ce qui est le mieux pour cette famille, avait-il dit, d'une voix mortellement calme. Sinon, vous apprendrez ce qu'il advient des enfants ingrats. Mais le MIT m'a appris quelque chose que Franck n'avait pas anticipé. Qu'il y avait un monde entier au-delà de sa portée, rempli de gens qui valorisaient l'intelligence plutôt que l'obéissance, l'innovation plutôt que la tradition. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans un endroit où poser des questions était récompensé, où contester les systèmes était encouragé, où être différent était un atout plutôt qu'un passif. J'ai fondé SecureNet Technologies dans ma chambre d'étudiante avec $300 et une idée de logiciel de cybersécurité qui pourrait protéger les petites entreprises contre le genre de menaces numériques qu'elles ne pouvaient pas se permettre de défendre. La première année a été brutale. 18 heures par jour, des nouilles instantanées pour le dîner, et des rejets après rejets d'investisseurs qui ne pensaient pas qu'une fille de 22 ans puisse comprendre la sécurité d'entreprise. Mais je comprenais quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. J'avais grandi dans une maison où la sécurité n'était pas seulement une question de protection de données. Il s'agissait de protéger des secrets. Et Franck Romano m'avait appris que les menaces les plus dangereuses venaient toujours des personnes les plus proches de vous.
La percée de ce curé est venue lorsque j'ai développé des protocoles de cryptage virtuellement incassables mais suffisamment simples pour que les utilisateurs non techniques puissent les mettre en œuvre. Les petites entreprises ont commencé à acheter le logiciel, puis les moyennes entreprises, puis les sociétés qui avaient besoin de protéger des informations sensibles contre l'espionnage industriel. Au moment de ma remise de diplôme, ce curé générait des revenus annuels à 7 chiffres. À mon 25e anniversaire, nous étions cotés en bourse avec une valorisation qui m'a placé sur la liste 30 Under 30 de Forbes. À 29 ans, je possédais une entreprise valant 48 millions de dollars et employant 127 personnes dans 3 pays. Franck avait assisté à exactement 0 de ces étapes. La technologie est une mode, avait-il dit quand j'avais essayé de lui expliquer ce que faisait ce curé. Construire des choses qui durent, c'est du vrai travail. Ces bêtises informatiques ne te mettront pas à table quand la bulle éclatera. L'ironie était que le plus grand concurrent de ce curé était une société appelée Torino Digital Security, propriété d'un mystérieux entrepreneur qui avait bâti son empire grâce à une combinaison d'innovations brillantées, comme le murmuraient les initiés de l'industrie, de liens avec des personnes que vous ne voulez pas croiser. Je n'avais jamais rencontré Vincent Torino personnellement, mais j'avais étudié son modèle économique en profondeur. Ce n'est qu'il y a 6 mois que j'ai appris que Vincent Torino et ma famille partageaient une histoire très spécifique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à passer des appels, à poser des questions et à reconstituer la vérité sur l'empire de la construction de Franck Romano et sur l'origine réelle de l'argent qu'il avait construit. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que mon père n'était pas seulement autoritaire et violent. Il était aussi un voleur qui avait volé des personnes très dangereuses. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier pour ce soir. Isabella avait toujours été tout ce que je n'étais pas, obéissante là où j'étais rebelle, gracieuse là où j'étais maladroite, satisfaite là où j'étais agitée. En grandissant, j'avais oscillé entre l'envie de sa capacité naturelle à plaire à nos parents et la pitié pour sa dépendance totale à leur approbation. Ce soir, en la regardant essayer de sauver sa fête de fiançailles après la confrontation explosive de Franck, j'ai réalisé qu'elle était à la fois victime et complice dans la façade soigneusement construite de la famille Romano. Stella est juste sous beaucoup de stress, expliquait Isabella à des parents confus pendant que je me tenais dans le couloir de l'hôtel, ma chemise déchirée témoignant exactement du type de stress dont la famille Romano se spécialisait dans la création. Vous savez comment elle est à propos de son entreprise. Par la fenêtre givrée, je pouvais la voir passer de table en table, gérer les dégâts avec la grâce exercée qui vient d'une vie entière à couvrir le comportement de Franck. Elle avait probablement appris cette compétence vers l'âge de 10 ans, le même âge auquel j'avais appris à crocheter des serrures pour pouvoir m'échapper sur le toit quand sa voix commençait à monter. Les fiançailles avec Tony Castiano avaient été orchestrées comme une campagne militaire, Maria et Isabella planifiant chaque détail à la perfection. Tony venait de ce que Franck appelait une bonne famille. Son père possédait une chaîne de restaurants. Son oncle était conseiller municipal et son grand-père avait immigré de Sicile avec assez d'argent pour acheter le respectabilité ainsi que de l'immobilier. Ce que Franck n'avait pas mentionné, mais que j'avais découvert par mes propres recherches, c'est que la famille Castellano avait bâti sa fortune grâce à un portefeuille soigneusement diversifié d'entreprises légitimes et d'activités moins légitimes. C'était exactement le genre de famille qui pouvait aider Franck à effacer les taches de son propre passé. Ce mariage sera bon pour tout le monde, m'avait dit Franck il y a 3 mois lorsque les fiançailles avaient été annoncées. La famille de Tony a des connexions, des ressources. Ils comprennent comment le commerce fonctionne vraiment. Je pensais qu'il voulait dire des connexions politiques, des opportunités de réseautage, le genre de capital social qui ouvrait les portes dans le monde des affaires de Portland. J'avais été naïve. La vérité était bien plus compliquée et infiniment plus dangereuse. Vincent Torino avait été patient dans sa recherche de Franck Romano, mais la patience a des limites. Après 20 ans à chasser l'homme qui avait volé 800 000 $ à son organisation, de l'argent qui appartenait à des familles dont les proches avaient été tués à cause de la trahison de Franck, Vincent avait finalement retracé le vol jusqu'à un propriétaire d'une société de construction à Portland qui avait changé de nom et construit une nouvelle identité sur de l'argent ensanglanté. Franck avait besoin de la connexion Castellano non seulement pour le statut social, mais pour la protection. La famille de Tony avait le genre d'influence qui pouvait faire disparaître les enquêtes fédérales, qui pouvait garantir que certaines conversations n'aient jamais lieu, qui pouvait fournir un sanctuaire si Vincent Torino venait jamais le chercher. Et Isabella, la belle et confiante Isabella, n'avait aucune idée qu'elle était mariée comme une princesse médiévale pour cimenter une alliance politique. Elle l'aime, avait insisté Maria lorsque j'avais remis en question la rapidité des fiançailles. Ils sont parfaits ensemble. Elle aime l'idée qu'il représente, l'avais-je corrigé.
Elle aime ce qu'il représente. L'approbation, la sécurité, un avenir qui ne lui demande pas de trop réfléchir à l'origine de l'argent. Le visage de Maria s'était durci. Tout le monde ne peut pas être aussi égoïste que toi, Stella. Certaines personnes comprennent la loyauté familiale. Loyauté familiale. La phrase qui avait été utilisée pour justifier chaque manipulation, chaque sacrifice du bonheur individuel pour l'image collective. La loyauté d'Isabella lui avait valu une fiducie, un mariage qui coûterait plus que la maison de la plupart des gens, et un avenir tracé selon les besoins des autres. Ma déloyauté m'avait valu les points de Franck, les soupirs déçus de Maria, et la liberté de construire quelque chose qui m'appartient entièrement. Mais ce soir, en regardant ma sœur essayer de maintenir une célébration familiale qui s'était littéralement déchirée, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. La pitié. Isabella avait été élevée pour croire que sa valeur résidait dans sa capacité à plaire aux autres, à aplanir les conflits, à mettre tout le monde à l'aise, même quand elle se sentait à bout de force à l'intérieur. Elle n'avait jamais eu le droit de développer les compétences que j'avais été obligé d'apprendre. Comment se tenir seul, comment construire quelque chose à partir de rien, comment survivre lorsque ceux qui sont censés vous protéger deviennent ceux contre lesquels vous avez besoin de protection. La Mercedes noire attendait toujours à l'extérieur. Vincent Torino, probablement à l'intérieur de l'hôtel, ayant une conversation avec Franck qui avait provoqué l'effondrement de mon père. Une partie de moi voulait retourner à l'intérieur pour assister à la confrontation que j'avais passé 3 ans à planifier. Mais une autre partie de moi, la partie qui se souvenait encore d'Isabella me tressant les cheveux quand j'avais 7 ans, partageant mes bonbons d'Halloween quand Franck disait que je ne méritais pas, voulait rester dehors et la laisser préserver l'illusion dont elle avait besoin pour traverser la nuit. Mon téléphone a vibré avec un SMS du détective Ray Morrison. Hôtel sécurisé. Tout est enregistré. Tu vas bien? J'ai tapé en retour. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Et parce que, pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui se recroquevillait pendant que la rage de Franck Romano remplissait la pièce. Ce soir, il allait apprendre ce que c'était que d'être impuissant, d'avoir peur, de laisser quelqu'un d'autre contrôler son destin. Ce soir, l'enfant d'or et le mouton noir allaient tous deux découvrir qui était réellement leur père. Le couloir de l'hôtel ressemblait à un décor de cinéma entre deux scènes. Trop calme, trop parfait, attendant que quelque chose de terrible se produise. Par les portes vitrées givrées, je pouvais voir les suites de l'effondrement de Franck se dérouler comme un film muet. Des gens se pressant autour de sa forme tombée. Isabella s'agenouillant à côté de lui dans sa robe blanche. Tony essayant de faire de la place pour la circulation de l'air. Maria debout, figée, les mains sur la bouche. Mais je suis resté dans le couloir, tenant ensemble ma chemise déchirée, car une partie de moi savait que c'était le moment vers lequel j'avais travaillé toute ma vie. Chaque langage de programmation que j'avais appris, chaque réunion avec des investisseurs que j'avais survécu. Chaque nuit que j'avais travaillé jusqu'à l'aube pour faire de ce curé quelque chose que Franck ne pourrait pas toucher. Tout cela avait été une préparation pour cela. Mon téléphone a sonné. La voix de Vincent Torino était calme, presque douce. Votre père a repris conscience. Il sait que je suis là. Il sait pourquoi je suis là. Vous êtes sûr que vous voulez aller jusqu'au bout? J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu avoir eu 8 ans, me cachant sous mon lit pendant que Franck hurlait après Maria à propos d'un échec perçu dans son entretien ménager. Je me suis souvenu avoir eu 14 ans et l'avoir regardé brûler ma lettre d'acceptation à un camp de programmation d'été parce qu'il disait que c'était une perte de temps et d'argent. Je me suis souvenu avoir eu 22 ans et qu'il avait dit lors de ma fête de remise de diplôme du MIT que je reviendrais probablement à la maison en moins d'1 an parce que le monde réel ne cajole pas les gamines insolentes. Je suis sûr, ai-je dit. Alors entrez. Il est temps qu'il apprenne qui est sa fille. J'ai poussé les portes vitrées givrées et je suis entré dans le chaos. Franck était assis sur une chaise maintenant, son visage gris et luisant de sueur, pendant qu'un employé de l'hôtel lui offrait de l'eau. La fête de fiançailles avait dégénéré en groupes inquiets de parents chuchotant s'il fallait appeler une ambulance. Vincent Torino se tenait près du fond de la pièce comme une ombre dans un costume cher, assez proche pour observer, mais assez loin pour paraître désengagé. Il était plus petit que je ne l'attendais, peut-être un M70, avec des cheveux argentés et le genre de présence calme qui donnait l'impression que tout le monde autour criait. La seule chose remarquable chez lui était ses yeux, sombres, patients et complètement impitoyables. Stella, s'est précipitée Isabella vers moi, les larmes coulant sur son visage. Dieu merci, tu es revenu.
Papa s'est effondré et nous ne savons pas ce qui ne va pas. Et toute la nuit est ruinée. Et la nuit a été ruinée dès qu'il a posé ses mains sur moi, ai-je dit calmement. Isabella s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase, regardant ma chemise déchirée comme si elle la voyait pour la première fois. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. J'étais tellement concentré sur la fête, sur m'assurer que tout le monde allait bien. Je n'ai pas. Tu n'as pas quoi? Remarqué que notre père m'a physiquement agressé devant 43 personnes? Remarqué qu'il m'a traité de mots vulgaires pour avoir refusé de céder ma société? Stella, s'il te plaît. Maria est apparue à nos côtés, sa voix basse et urgente. Les gens regardent. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour les drames familiaux. Quand est le moment, maman? Quand est le lieu? Parce que j'attends depuis 29 ans que quelqu'un dans cette famille reconnaisse que Franck Romano est violent, autoritaire et dangereux. Ton père travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille. Maria siffla. Il a fait des sacrifices. Quels sacrifices ai-je exigé, ma voix montant? Qu'a-t-il sacrifié sauf la sécurité et la dignité des autres? La voix de Franck coupa la pièce comme une lame. Ça suffit. Il était debout maintenant, la couleur revenant sur son visage, l'autorité se réinstallant dans sa posture comme un vieux manteau. Les parents qui s'étaient affairés autour de lui s'écartèrent respectueusement, lui laissant l'espace pour réaffirmer son contrôle sur sa fille rebelle. Tu veux embarrasser cette famille? Tu veux étaler nos affaires privées devant tous ceux que nous connaissons? Franck commença à marcher vers moi et je vis plusieurs personnes se tendre, pressentant le potentiel de violence. Très bien, parlons des sacrifices. J'ai bâti Romano Construction à partir de rien. De rien. Chaque contrat, chaque projet, chaque dollar qui a payé ton éducation, tes vêtements, cette fête, je l'ai gagné. Avec l'argent de qui, Franck? La question vint de Vincent Torino, sa voix portant clairement à travers la pièce soudainement silencieuse. Franck se raidit, son visage passant par trop d'émotions pour être suivi. Je ne sais pas qui vous êtes, dit Franck, mais sa voix manquait de conviction. Si, vous savez, répondit Vincent, marchant lentement vers nous. Vous savez exactement qui je suis. Tout comme vous savez exactement ce que vous m'avez volé il y a 20 ans. La pièce était si silencieuse que j'entendais le battement de mon propre cœur. Isabella avait l'air confuse. Maria avait l'air terrifiée. Et Franck ressemblait à un homme regardant son monde entier s'effondrer en temps réel. 800 000 $, continua Vincent d'un ton conversationnel, comme s'il parlait de la météo. De l'argent qui appartenait à des familles qui avaient tout perdu. De l'argent dont elles avaient besoin pour survivre, pour reconstruire, pour enterrer leurs morts. Et vous, Franck Rosetti, c'était votre nom à l'époque, n'est-ce pas? Vous l'avez pris et vous avez fui. Je ne sais pas de quoi vous parlez, murmura Franck. Bien sûr que vous savez, dis-je, faisant finalement un pas en avant. Vous le savez, parce que je le sais, parce que j'ai passé 3 ans à vous enquêter, à apprendre votre passé, à découvrir qui vous êtes vraiment. Franck me regarda comme si je parlais une langue étrangère. Que dites-vous? Je dis, répondis-je, que votre fille n'est pas aussi stupide que vous avez toujours prétendu qu'elle l'était. La transformation du visage de Franck fut comme regarder une vidéo en accéléré de la décomposition. 20 ans de construction soignée, le persona de l'homme d'affaires respectable, l'image de l'homme de famille, l'histoire à succès de Portland s'effondrèrent dans l'espace entre 2 battements de cœur. Ce qui restait était quelque chose de plus petit, de plus faible, et d'infiniment plus dangereux. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, dit-il en s'adressant à moi, sa voix à peine audible. Vous ne comprenez pas ce que vous avez amené dans cette pièce. Je comprends parfaitement, répondis-je. Je comprends que Vincent Torino recherche Franck Rosetti depuis 20 ans. Je comprends que Franck Rosetti a volé de l'argent à des familles dont les enfants ont été tués par les rivaux de Vincent. Je comprends que ces familles n'ont jamais obtenu justice parce que l'argent dont elles avaient besoin pour survivre a disparu avec un lâche qui a changé de nom et acheté la respectabilité avec du sang. Isabella était devenue pâle comme le marbre. Stella, de quoi parles-tu? Le nom de papa est Romano. Il a toujours été Romano. Son nom était Rosetti jusqu'en 1999, dis-je, sortant mon téléphone et faisant défiler les documents que j'avais passé des mois à rassembler. Franck Rosetti travaillait comme comptable pour une organisation qui fournissait des services financiers aux personnes qui ne pouvaient pas accéder aux services bancaires traditionnels. Vous voulez dire des usuriers, dit Vincent utilement.
des gens qui prêtaient de l'argent à des familles désespérées à des taux raisonnables. Des immigrants, principalement, des gens qui avaient besoin d'aide et n'avaient nulle part où aller. Maria s'effondra sur une chaise, son visage gris. Frank, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que vous pensez, dit Frank désespérément. J'essayais d'aider ces gens. L'argent devait aller à eux, mais le système était corrompu, et je savais que si je ne le prenais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Vous voulez dire l'argent qui devait aider Madame Ducas à acheter des médicaments pour son fils mourant, continua la voix de Vincent, toujours conversationnelle, mais quelque chose d'arctique s'était glissé dans son ton. Ou peut-être l'argent destiné à aider la famille Torino, ma famille, à se reconstruire après que leur restaurant ait été incendié par des concurrents. La pièce était d'un silence de mort, à l'exception du son des pleurs d'Isabella. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Elle regardait sa compréhension totale de son père, de sa famille, de sa vie se désintégrer en temps réel. La belle chose avec l'argent volé, continua Vincent, c'est qu'il laisse toujours une trace. Achat de biens immobiliers, investissements commerciaux, transferts bancaires. Votre fille est tout à fait douée pour suivre ces pistes, Frank. Tout à fait douée en effet. Tous les regards se tournèrent vers moi et je sentis le poids de la révélation s'installer sur mes épaules. J'enquête sur Romano Construction depuis 3 ans, dis-je. Au début, je voulais juste comprendre pourquoi Frank était si obsédé par le contrôle de mon entreprise, mais plus je creusais, plus je trouvais de questions. J'ai ouvert un document sur mon téléphone. Le premier contrat majeur de Romano Construction date de 2000, quelques mois après la disparition de Frank Rossetti de New York. 800 000 $ de capital de démarrage payé en espèces sans source documentée. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, dit Frank. Mais sa voix était creuse. Peut-être pas en soi, convenais-je. Mais quand vous ajoutez les témoignages de 3 familles qui ont vu Frank Rossetti vider les comptes fiduciaires, les relevés bancaires montrant des dépôts suspects en espèces, et les preuves photographiques que Frank Rossetti et Frank Romano sont la même personne, cela devient assez convaincant. Vincent sourit et ce fut l'expression la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Votre fille a été très méticuleuse, Frank. Elle a également été très patiente. Patient ? Maria regarda entre nous, la confusion remplaçant la terreur. Stella, de quoi parle-t-il ? Je travaille avec Vincent depuis 6 mois, dis-je simplement. Partage d'informations, constitution d'un dossier, préparation de ce soir. Les halètements autour de la pièce étaient audibles. Isabella me regarda comme si j'avais une deuxième tête. Vous avez travaillé avec lui, murmura-t-elle avec un E. Un homme cherchant justice pour des crimes commis contre sa famille. Ai-je terminé ? Oui. La peur de Frank se transformait maintenant en rage, la rougeur familière montant dans son cou. Vous avez trahi votre propre famille. J'ai trahi un voleur et un lâche, ai-je répondu. Il y a une différence. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Frank grogna, faisant un pas vers moi. Vous n'avez aucune idée de quel genre d'homme vous avez affaire. En fait, Vincent dit, et soudain il était entre Frank et moi, son petit cadre remplissant l'espace comme un mur. Je pense qu'elle sait exactement quel genre d'homme je suis, tout comme je sais exactement quel genre d'homme vous êtes. Frank recula, ses mains levées. Vincent, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je peux te rembourser avec intérêt. 20 ans d'intérêt, ce que tu veux. Ce que je veux, dit doucement Vincent, c'est que Madame Ducas voie le meurtrier de son fils traduit en justice, mais il est mort il y a 15 ans, attendant de l'argent qui n'est jamais arrivé parce que vous l'avez volé. Ce que je veux, c'est que la veuve de mon cousin arrête de travailler 3 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Mais elle le fait depuis 20 ans parce que le règlement d'assurance a disparu en même temps que vous. Il fit une pause, laissant cela s'imprégner. Alors, je me contenterai de vous regarder affronter les conséquences de vos choix, tout comme ma famille le fait depuis 2 décennies. C'est à ce moment-là que les agents fédéraux entrèrent dans la pièce. Le détective Ray Morrison émergea derrière les agents fédéraux comme un magicien, révélant le tour derrière une illusion élaborée. Dans son costume sombre et son allure officielle, il ne ressemblait en rien au consultant en sécurité freelance décontracté qui sortait avec moi depuis 8 mois. L'homme que ma famille avait rejeté comme un autre des choix romantiques douteux de Stella. Ray ? La voix d'Isabella était petite et confuse. Qu'est-ce que tu fais ici ? Son nom est détective Morrison, ai-je dit, regardant les visages de ma famille passer du choc à la trahison à la compréhension naissante.
division des crimes financiers du FBI. Il a constitué un dossier contre Romano Construction pour blanchiment d'argent fédéral. Détective Morrison, dit Vincent avec quelque chose qui approchait de la chaleur. J'espère que vous avez trouvé la procédure de ce soir éclairante. Très, répondit Ray, sortant son insigne et le tenant où tout le monde pouvait le voir. Frank Romano, alias Frank Rosetti. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de fonds fédéraux, blanchiment d'argent, racket et conspiration en vue de commettre une fraude. Les mots frappèrent la fête de fiançailles comme des coups de feu. Plusieurs parents commencèrent à se diriger vers les sorties, ne voulant clairement rien avoir à faire avec le scandale qui se déroulait. D'autres sortirent leur téléphone, probablement pour appeler des avocats ou mettre à jour leur statut sur les réseaux sociaux pour se distancer du scandale de la famille Romano. C'est de la folie, dit Maria. Mais sa voix manquait de conviction. Elle regardait Frank comme si elle le voyait pour la première fois. 25 ans de mariage se recontextualisant en temps réel. Est-ce que c'est de la folie, maman? Ou est-ce la première conversation honnête que cette famille ait jamais eue? J'ai sorti un dossier en manille que je portais et l'ai ouvert sur la table la plus proche. Ce sont les relevés bancaires de 1999 à 2001. Les dépôts qui ont bâti la base de capital initiale de Romano Construction. Page par page, j'ai exposé les preuves que j'avais passé 3 ans à rassembler. C'est un acte de propriété montrant l'achat par Frank Rosetti d'équipements de construction à New York, 3 jours avant sa disparition. C'est un acte de propriété montrant l'achat par Frank Romano d'équipements identiques à Portland, 1 semaine plus tard. Isabella se leva tremblante, sa bague de fiançailles captant la lumière alors qu'elle tendait la main vers les documents. Cela pourrait être des faux. Cela pourrait l'être, convenais-je. Mais ceci ne l'est pas. La dernière photographie que j'ai placée sur la table montrait Frank sur un chantier de construction en 1998, portant une chemise avec brodé Rosetti & Associates sur la poche. À ses côtés se tenait un plus jeune Vincent Torino. Les deux hommes souriaient à la caméra. Vous avez travaillé ensemble, souffla Isabella. Frank gérait les services financiers pour les familles de notre quartier, dit Vincent, sa voix portant le poids d'une vieille tristesse. Des familles qui ne pouvaient pas obtenir de prêts bancaires traditionnels, qui avaient besoin d'aide pour survivre dans un nouveau pays, qui nous faisaient confiance parce que nous faisions partie de leur communauté. Et il les a volés, ajoutai-je. 800 000 $ qui devaient aider 12 familles à reconstruire leur vie après qu'une guerre de gangs ait détruit leurs entreprises. Frank était resté silencieux pendant cette révélation. Mais il retrouva la parole. Vous ne comprenez pas ce que c'était, dit-il désespérément. La violence, la peur constante. Les gens mouraient, Stella. Des gens bien mouraient à cause de cet argent. Alors vous vous êtes sauvés et vous les avez laissés mourir à la place, dit doucement Vincent. J'ai sauvé ma famille, explosa Frank. J'ai emmené Maria et Isabella dans un endroit sûr, un endroit où nous pouvions construire une vie sans avoir à regarder par-dessus notre épaule chaque jour. Vous vous êtes sauvés, corrigez-je. Vous avez bâti une vie avec de l'argent qui appartenait aux enfants des autres. Rhys avança, menottes visibles dans ses mains. Frank Romano, vous avez le droit de garder le silence. Attendez, dit soudain Isabella. Elle me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de la déception, mais quelque chose approchant de l'admiration. Stella, depuis quand sais-tu tout ça? Tout? À propos de papa. À propos du détective Morrison. À propos de lui. Elle fit un geste d'impuissance vers Vincent. Je me doutais que quelque chose n'allait pas avec les finances de Romano Construction depuis des années, ai-je dit honnêtement. Le comportement de Frank n'a jamais eu de sens. La paranoïa, le contrôle, l'obsession de maintenir la famille unie et sous son autorité. Mais je n'ai pas commencé à enquêter sérieusement jusqu'à ce que ce curé ait eu suffisamment de succès pour menacer son sentiment de contrôle. Quand était-ce? Il y a 3 ans, quand il a d'abord exigé que je lui cède l'entreprise. Il a dit que c'était pour la sécurité de la famille. Mais je ne comprenais pas ce que mon entreprise de cybersécurité avait à faire avec la construction. Alors j'ai commencé à creuser. Je me tournai pour regarder Frank, qui était maintenant menotté et flanqué d'agents fédéraux. La première anomalie que j'ai trouvée fut la date de constitution de Romano Construction. Elle a été établie 6 mois après la disparition de Frank Rosetti de New York, en utilisant des capitaux de démarrage sans source documentée. Et cela vous a mené à Vincent.
Cela m'a mené à des rapports de police sur des fonds manquants d'une coopérative de services financiers à Brooklyn. Le nom de Vincent figurait dans ces rapports en tant que partenaire commercial et victime. J'ai regardé l'homme qui était devenu mon allié improbable. Il m'a fallu 2 ans pour le trouver. Et quand je l'ai fait, je lui ai offert mon aide pour obtenir justice pour sa famille, ai-je dit simplement. En échange de son aide pour libérer ma famille du contrôle de Frank. Isabella me regarda longuement. Vous avez tout orchestré ce soir, le dîner de fiançailles, rassemblé tout le monde. J'ai suggéré le dîner, ai-je admis. Je savais que Frank l'utiliserait comme une occasion de faire un autre pas vers mon entreprise. Et je voulais des témoins quand il montrerait sa vraie nature. Vous avez utilisé mes fiançailles comme appât. J'ai utilisé la cupidité de Frank comme appât, ai-je corrigé. Vos fiançailles n'étaient que le lieu. Vous voulez savoir ce qui est vraiment impressionnant chez votre fille? Vincent demanda à la pièce. Elle ne m'a pas seulement trouvé. Elle m'a convaincu de ne pas tuer votre mari. Les mots tombèrent dans le silence stupéfait comme des pierres dans de l'eau calme. Maria émit un son qui aurait pu être un sanglot ou un halètement. Isabella agrippa le bras de Tony si fort qu'il grimaça. Il y a 3 ans, continua Vincent, sa voix conversationnelle malgré le contenu dévastateur. J'étais très proche de résoudre le problème de Frank Rossetti par des moyens traditionnels. Je l'avais localisé à Portland, identifié sa nouvelle identité, et je prenais des dispositions pour une résolution très permanente. Il me sourit avec quelque chose approchant de la fierté paternelle. Puis cette brillante jeune femme est apparue à mon bureau à Seattle avec une mallette pleine de preuves et une proposition que je n'avais jamais entendue auparavant. Quel genre de proposition, demanda Harry, bien que je soupçonne qu'il connaissait déjà la réponse. La justice au lieu de la vengeance, ai-je dit. Des conséquences juridiques au lieu de la justice de rue. La prison au lieu d'une tombe? Vincent hocha la tête. Elle m'a convaincu que détruire la vie de Frank serait plus satisfaisant que de simplement y mettre fin. Que de le voir perdre tout ce qu'il avait construit avec de l'argent volé. Que de voir sa famille apprendre la vérité sur qui il était vraiment. Que de le voir passer le reste de sa vie en cage en sachant que sa propre fille Y avait mis. Ce serait la vraie justice. Alors vous l'avez aidé, dit Isabella, sa voix creuse. Je lui ai appris à naviguer dans mon monde, répondit Vincent. Comment établir des relations avec des gens comme le détective Morrison? Comment rassembler des preuves qui tiendraient devant un tribunal? Comment être patient quand chaque instinct criait à l'action immédiate? J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une photo datant d'il y a 18 mois. Moi assise en face de Vincent dans ce qui ressemblait à un restaurant coûteux. Tous deux penchés sur des documents étalés sur la table. Nous nous rencontrions chaque mois, expliquai-je, parfois plus souvent lorsque nous devions coordonner le partage d'informations avec les forces de l'ordre. Vincent m'a présenté aux victimes du vol de Frank, des gens qui attendaient depuis 20 ans pour obtenir justice. Le détective Morrison m'a aidé à comprendre quelles preuves seraient nécessaires pour une affaire fédérale. Vous nous mentez depuis 3 ans, dit Maria, sa voix épaisse d'accusation. Je me protège depuis 3 ans, corrigeai-je. Constituant un dossier, rassemblant des alliés, me préparant pour le jour où Frank irait trop loin, et ce soir était ce jour. Ce soir était toujours censé être ce jour, ai-je dit. Frank ne pouvait pas résister à l'occasion de m'humilier devant toute la famille. Son besoin de contrôle, sa compulsion à dominer. Je savais qu'il finirait par créer une scène publique qui donnerait à Vincent et au détective Morrison le moment parfait pour agir. Rhys avança, son expression professionnelle, mais pas désagréable. Nous avions besoin que Frank démontre ses tendances violentes devant des témoins. Son agression sur Stella ce soir, combinée aux preuves financières et aux témoignages de Vincent, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour une condamnation. Vous m'avez utilisé comme appât, dit Isabella, la compréhension finissant par poindre. Vous nous avez tous utilisés comme appât. J'ai utilisé la psychologie de Frank contre lui, ai-je répondu. Son besoin de contrôle, son incapacité à accepter que je puisse réussir sans sa permission, sa compulsion à affirmer sa domination par la violence. Tout cela était son choix, pas le mien. Vincent s'approcha de la fenêtre, regardant la Mercedes noire attendre toujours sur la voie circulaire de l'hôtel. Votre sœur a appris quelque chose d'important grâce à son enquête, Isabella. Elle a appris que les victimes n'ont pas à rester des victimes, que les enfants n'ont pas à répéter les schémas de leurs parents, que parfois la seule façon d'arrêter un cycle d'abus est de le briser complètement. En détruisant notre famille, en exposant la vérité sur votre famille, corrigea Vincent,
la famille Romano était construite sur des mensonges, le vol et la violence. Ce que Stella vous a donné, c'est l'opportunité de construire quelque chose d'authentique. Je me suis approché d'Isabella, notant comment elle reculait instinctivement loin de moi. La confiance entre nous, quoi qu'il en reste, avait été brisée par les révélations de ce soir. Je sais que tu me détestes en ce moment, dis-je doucement. Je sais que cela ressemble à une trahison, comme si j'avais choisi des étrangers plutôt que ma famille. Mais Bella, regarde autour de cette pièce. Regarde ce que Frank a créé avec de l'argent volé. Regarde la peur dans les yeux de maman. La façon dont tout le monde marche sur des œufs autour de sa colère. La façon dont tu as passé toute ta vie à essayer d'être assez parfaite pour éviter sa rage. C'est notre père, murmura-t-elle. C'est un criminel qui a volé de l'argent à des familles avec des enfants malades, répondis-je. Qui a bâti notre vie confortable sur la souffrance des autres? Qui continuerait à nous contrôler et à nous abuser jusqu'au jour de sa mort? Et maintenant quoi? Que arrive-t-il à maman? À Romano Construction, aux gens qui travaillent pour nous? Maintenant, dit le détective Morrison, Romano Construction sera audité. Les parties légitimes de l'entreprise survivront probablement sous une nouvelle direction. Les employés qui n'avaient rien à voir avec le blanchiment d'argent conserveront leur emploi. Et Madame Romano devra décider si elle veut coopérer à notre enquête ou être inculpée en tant que complice. Maria leva les yeux brusquement. Ce sera à un jury de décider, dirai doucement. Mais la coopération a tendance à beaucoup aider auprès des procureurs fédéraux. J'ai regardé le visage de ma mère pendant qu'elle traitait ses options. J'ai regardé Isabella réaliser que sa fête de fiançailles parfaite était devenue le catalyseur de la destruction totale de notre famille. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. La paix. Maria Romano était une femme qui avait passé 25 ans à perfectionner l'art de l'aveuglement sélectif, mais regarder les agents fédéraux emmener son mari menotté avait apparemment brisé sa capacité à ignorer les vérités inconvenantes. Elle s'assit sur la chaise de l'hôtel comme une poupée brisée, son sang-froid soigneusement construit se fissurant enfin sous le poids de 2 décennies de questions refoulées. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le murmure des invités qui partaient. La fête de fiançailles avait dégénéré en chaos alors que les parents et les amis fuyaient la scène, ne voulant pas être associés au scandale qui se déroulait. Dès le début, je le savais. Qu'est-ce que vous saviez, maman, ai-je demandé, m'installant sur la chaise à côté d'elle pendant qu'Isabella et Tony se blottissaient près des fenêtres, traitant leur propre version du choc. L'argent, murmura Maria. Quand nous avons déménagé à Portland pour la première fois, Frank avait tellement d'argent liquide, des mallettes pleines. Il a dit qu'il avait vendu son entreprise de construction à New York, mais il n'avait jamais possédé d'entreprise de construction à New York. Il était comptable. Vincent, qui se tenait tranquillement près du bar, s'approcha avec 2 verres d'eau. Qu'avez-vous d'autre remarqué, Madame Romano? Maria accepta l'eau avec gratitude, ses mains tremblant légèrement. Les cauchemars. Pendant des années après notre déménagement, Frank se réveillait en criant à propos de sang et de feu. Il vérifiait les serrures 3 fois chaque nuit. Il a installé un système de sécurité qui coûtait plus cher que notre première voiture. Il avait peur, dis-je, la compréhension inondant mon esprit. Il savait que Vincent finirait par le retrouver. Il m'a fait promettre de ne jamais parler de New York, continua Maria. Ne jamais mentionner notre vie avant Portland. Ne jamais laisser vous les filles poser des questions sur vos grands-parents ou votre famille élargie. Il a dit que c'était dangereux, que des gens mauvais pourraient essayer de nous blesser si jamais ils savaient d'où nous venions. Isabella leva les yeux de sa conversation murmurée avec Tony. Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais dit tout ça? Parce que je pensais qu'il nous protégeait, dit Maria simplement. Parce que j'étais jeune et effrayée et que je ne savais pas comment poser les bonnes questions. Parce qu'au moment où j'ai réalisé à quel point tout était faux, vous les filles étiez installées à l'école et je ne savais pas comment recommencer. Alors, vous avez juste accepté? La voix d'Isabella portait une note d'accusation qui fit sursauter Maria. Je me suis adaptée, répondit Maria. Comme les femmes de ma génération ont appris à s'adapter. Vous faites de votre mieux dans votre situation. Vous protégez vos enfants. Et vous ne posez pas de questions qui pourraient détruire la vie que vous avez construite. Le détective Morrison, qui avait pris des notes tout au long de cette conversation, leva les yeux de son bloc-notes. Madame Romano, avez-vous jamais soupçonné que l'argent de votre mari provenait d'activités illégales? Maria resta silencieuse un long moment, regardant ses mains.
Je soupçonnais, dit-elle finalement. Mais soupçonner et savoir sont deux choses différentes. Et la connaissance s'accompagne de responsabilités que je n'étais pas sûr d'avoir la force de gérer. Quel genre de responsabilité, demanda gentiment Ri. La responsabilité de faire quelque chose à ce sujet, dit Maria. De le signaler, de le quitter, de protéger mes filles de la vérité sur leur père. J'avais 28 ans avec 2 jeunes enfants et pas d'éducation, pas de compétences professionnelles, pas de soutien familial. Franck contrôlait tout, l'argent, la maison, les voitures, même notre cercle social. Comment quitter-on un homme comme ça? Je ressentis une pointe de sympathie inattendue pour ma mère. Je l'avais toujours vu comme l'aide de Franck, quelqu'un qui choisissait le confort plutôt que le courage. Mais en l'écoutant maintenant, je reconnaissais quelque chose que j'avais manqué. Elle était aussi piégée que Isabella et moi, juste dans un type de cage différent. Vous auriez pu contacter les autorités, dit Vincent, bien que son ton soit plus curieux qu'accusateur. Avec quelle preuve? Avec quelle protection? Franck a rendu très clair ce qu'il me serait arrivé si je l'avais jamais trahi. Maria souleva sa manche, révélant une cicatrice qui courait de son poignet à son coude. Ce n'était pas d'un accident de cuisine comme je le disais à tout le monde. C'est à cause d'avoir posé trop de questions sur pourquoi nous devions quitter New York si soudainement. La pièce devint silencieuse. Isabella regardait le bras de sa mère avec horreur. Et j'ai réalisé que Maria cachait sa propre violence depuis des décennies. Jésus, maman, soufflai-je. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Parce que je pensais que je vous protégeais, dit Maria. Parce que Franck ne vous a jamais frappé comme il m'a frappé. Parce que je pensais que si j'absorbais sa colère, si je le satisfaisais, vous pourriez avoir des enfances normales. Normales? Le rire d'Isabella était amer. Maman, nous avions peur de lui. Nous avons passé toute notre enfance sur des œufs, essayant de ne pas le déclencher, mais il ne t'a pas marqué, dit Maria désespérément. Il ne t'a pas cassé les os ni menacé de te tuer dans ton sommeil. Je pensais. Je pensais que je prenais le pire pour que vous n'ayez pas à le faire. Vincent s'assit en face de nous, son expression réfléchie. Madame Romano, le vol de votre mari n'a pas seulement blessé ma famille. Il a blessé 12 familles. 43 personnes au total. Des enfants qui sont morts parce que leurs parents ne pouvaient pas se permettre de médicaments. Des familles qui ont perdu leur maison parce que les assurances promises n'arrivaient jamais. Des vies détruites parce que Franck Rosetti a choisi son propre confort plutôt que la survie des autres. Je sais, murmura Maria. Je le sais depuis 20 ans. Et vous avez vécu avec cette connaissance? J'ai essayé de vivre avec cette connaissance. J'ai essayé de trouver des moyens d'équilibrer les choses sans détruire la vie de mes filles. Elle me regarda avec quelque chose approchant de l'espoir. Stella, le fonds de bourse que tu as créé pour les femmes en technologie, celui que tu m'as dit être financé par les profits de SecureNet. J'ai hoché la tête, incertaine de ce qu'elle voulait dire. Je contribue anonymement. Depuis 3 ans, j'envoie de l'argent. De l'argent que j'ai prélevé sur les comptes ménagers. De l'argent que j'ai économisé sur les cadeaux d'anniversaire et les primes de Noël. Ce n'était pas grand-chose, mais je pensais. Je pensais peut-être pouvoir aider la fille d'une autre famille à avoir des opportunités. La suite d'hôtel que le détective Morrison avait sécurisée pour notre débriefing familial ressemblait à une chambre de décompression conçue pour nous aider à nous adapter à un monde où tout ce que nous avions cru de nous-mêmes avait été dépouillé et réassemblé en quelque chose d'irreconnaissable. Vincent était assis en face de nous avec la patience d'un homme qui avait attendu 20 ans pour cette conversation, tandis que Ray prenait des notes qui deviendraient probablement des preuves dans plusieurs affaires fédérales. Je dois comprendre quelque chose, dit Isabella, sa voix tremblante de larmes. Stella, quand tu enquêtais sur papa, quand tu construisais ce dossier avec Vincent, as-tu jamais envisagé ce que cela ferait au reste d'entre nous? C'était la question que je redoutais, celle qui touchait au cœur de chaque compromis moral que j'avais fait au cours des 3 dernières années. Chaque jour, avouai-je. Chaque jour, j'ai pensé à annuler l'enquête. J'ai pensé à simplement prendre mon argent et disparaître, laissant Franck continuer sa vie et vous laissant tous dans l'ignorance. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler un dossier intitulé « Victime ». À l'intérieur se trouvaient des photos que Vincent m'avait montrées lors de notre première rencontre. Des familles qui avaient tout perdu à cause du vol de Franck. Voici Madame Ducas, ai-je dit, leur montrant une photo d'une femme âgée devant une petite épicerie.
Son fils avait 8 ans lorsqu'il a été diagnostiqué avec une leucémie. L'argent que Franck a volé devait payer son traitement. Isabella regarda la photo, puis rapidement ailleurs. Voici le restaurant de la famille Torino, continuai-je, glissant vers une autre image. Le cousin de Vincent le possédait. Lorsqu'il a été incendié lors d'une guerre de gang, le règlement d'assurance devait les aider à reconstruire. Au lieu de cela, Franck Rosetti a disparu avec leur argent, et ils ont tout perdu. J'ai montré photo après photo. Des enfants qui avaient grandi dans la pauvreté parce que les fonds d'urgence de leur famille avaient été volés. Des immigrants âgés qui étaient morts sans soins médicaux appropriés. De petites entreprises qui avaient fait faillite parce que le capital promis n'arrivait jamais. 43 personnes, dis-je calmement. 43 vies détruites pour que Franck puisse construire Romano Construction et nous donner une enfance confortable. Ce n'était pas de notre faute, protesta Isabella. Nous étions des enfants. Nous ne savions pas. Non, nous n'étions pas responsables des choix de Franck, convenais-je. Mais une fois que j'ai appris la vérité, je suis devenu responsable de mes propres choix. Je pouvais soit préserver le mensonge de notre famille, soit l'exposer et laisser les victimes obtenir justice. Vincent se pencha en avant. Isabella, puis-je vous demander quelque chose? Quoi, dit-elle lassement. Dans votre cœur, avez-vous jamais cru que votre père était entièrement légitime? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il était si autoritaire, si paranoïaque, si violent lorsqu'il était défié? Isabella resta silencieuse un long moment. Je me le demandais, dit-elle finalement. Mais se demander et vouloir savoir sont deux choses différentes. Expliquez cela. Je me demandais pourquoi il avait autant d'argent liquide, pourquoi il ne parlait jamais de sa famille, pourquoi il se mettait si en colère quand nous posions des questions sur nos grands-parents. Mais j'aimais aussi notre vie. J'aimais la maison, les écoles privées, les vacances. J'aimais être une Romano au lieu d'une autre famille immigrée qui lutte pour joindre les deux bouts. Elle se tourna vers moi, les larmes coulant sur ses joues. J'ai choisi de ne pas poser de questions parce que j'avais peur que les réponses ne changent tout. Et vous avez choisi de poser des questions parce que vous saviez que les réponses changeraient tout. La différence entre nous, dis-je doucement, c'est que je n'ai jamais été à l'aise avec la version de la famille de Franck. Vous vous êtes adapté à son contrôle. Je me suis toujours battu contre lui. Lorsque j'ai découvert la vérité sur l'origine de notre argent, cela a confirmé ce que j'avais toujours soupçonné, à savoir que quelque chose n'allait pas fondamentalement dans nos vies. Tony, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de cette conversation, prit soudain la parole, et moi? Et nos fiançailles? Notre avenir? Vincent répondit avant que je ne le puisse. Vos fiançailles, votre mariage, votre avenir? Rien de tout cela n'était réel, monsieur Castiano. Votre père a accepté cette union parce que Franck Romano lui a promis l'accès à de l'argent blanchi et à des contrats de construction. Franck a accepté parce qu'il pensait que les connexions de votre famille pouvaient le protéger de son passé. Ce n'est pas vrai, dit Tony. Mais sa voix manquait de conviction. Votre père fait l'objet d'une enquête fédérale pour évasion fiscale et blanchiment d'argent depuis 6 mois, ajouta Ray. Nous surveillons les communications entre les familles Romano et Castellano. Ce mariage était une transaction commerciale, pas une histoire d'amour. Isabella se leva brusquement, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le parking de l'hôtel. Alors tout est un mensonge. Notre famille, notre argent, nos relations, mes fiançailles, tout cela construit sur le crime et la tromperie. Pas tout, dis-je, la rejoignant à la fenêtre. Mon amour pour toi est réel. L'amour de maman pour nous deux est réel. Même sa décision de rester avec Franck. Cela venait d'un désir réel de nous protéger, même si c'était mal avisé. Et votre entreprise, Securet, entièrement construite avec mon propre argent, mon propre travail, mes propres choix. C'est la seule chose propre dans tout ce désordre. Isabella rit amèrement. L'échec familial s'avère être le seul membre de la famille avec de l'intégrité. L'échec familial, corrigez-je, s'avère être le seul membre de la famille qui a refusé d'accepter que la dysfonction était normale. En dessous de nous, des voitures de police arrivaient pour traiter la scène. Franck passerait la nuit en détention fédérale, puis serait présenté devant le tribunal pour des accusations qui aboutiraient probablement à une peine à perpétuité. Maria devrait décider si elle coopérerait avec les procureurs ou ferait face à des accusations en tant que complice. Isabella devrait reconstruire sa perception de son identité, et je devrais vivre avec la connaissance que j'avais choisi la justice plutôt que la loyauté,
la vérité plutôt que le confort, la douleur des étrangers plutôt que la protection de la famille. Regrettez-vous? Demanda Isabella doucement. J'ai pensé au fils de Madame Ducas, au restaurant du cousin de Vincent. Aux 43 personnes qui attendaient depuis 20 ans que quelqu'un se soucie de leur souffrance. Non, ai-je dit, je ne regrette pas. Un an plus tard, je me tenais dans la salle de conférence de Security Technology, regardant la ligne d'horizon de Portland à travers des fenêtres du sol au plafond qui reflétaient à la fois la ville que j'avais revendiquée comme mienne et la femme que j'étais devenue après la destruction de ma famille. La vue était différente de cette hauteur, plus propre, plus étendue, offrant des perspectives qui n'étaient pas disponibles depuis le niveau du sol. L'acquisition de Romano Construction est terminée, annonça mon avocat, glissant des documents sur la table en acajou pour ma signature. Tous les actifs, contrats et propriétés intellectuelles appartiennent désormais à SecureNet Holdings. J'avais acheté l'entreprise de Frank pour 37 millions de dollars lors d'une vente aux enchères fédérales, la dernière étape pour démanteler l'empire qu'il avait construit avec de l'argent volé. L'ironie n'a pas échappé. La fille qu'il avait essayé de contrôler possédait maintenant tout ce pour quoi il avait travaillé. Et les employés, ai-je demandé. 63 ont conservé leur poste. Nous avons restructuré l'entreprise en Romano Security Construction, spécialisée dans les pratiques de construction durable et l'intégration de technologies intelligentes. La transition a été plus fluide que prévu. Isabella entra dans la salle de conférence alors que les avocats rangeaient leurs dossiers. Elle avait l'air différente d'il y a un an, plus âgée, plus sérieuse, mais aussi plus solide d'une certaine manière, comme si la crise avait brûlé tout ce qui était superficiel et laissé quelque chose de plus authentique. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, s'asseyant dans la chaise en face de moi. « Nous possédons maintenant ce qui était autrefois la vie de notre père, dis-je. Comment cela vous fait-il sentir ? Compliqué, admit Isabella, mais juste. Elle avait passé l'année écoulée en thérapie, travaillant sur les conséquences psychologiques de la découverte que toute son enfance avait été construite sur des mensonges et de l'argent volé. Les fiançailles avec Tony s'étaient terminées à l'amiable. Leur relation n'avait pas survécu à la révélation qu'il s'agissait essentiellement d'un mariage arrangé entre deux familles criminelles. Des nouvelles de maman, ai-je demandé. Elle va bien. Le programme de défense des victimes a été bon pour elle. Il s'avère qu'elle a un talent pour aider d'autres femmes à naviguer dans la sortie de relations abusives. Maria avait évité les poursuites pénales en coopérant pleinement avec les procureurs fédéraux, témoignant contre Frank et plusieurs membres de l'organisation Castellano. Le procès avait été brutal. Des mois à revivre des traumatismes, à faire face aux familles des victimes, à reconnaître sa propre complicité dans les crimes de Frank. Mais cela avait aussi été libérateur d'une manière qu'elle n'avait jamais attendue. Elle veut te voir, continua Isabella. Quand tu seras prête. Je suis prête, dis-je, me surprenant moi-même. En fait, je suis prête depuis des mois. Je n'étais juste pas sûr qu'elle le soit. Mon téléphone vibra avec un SMS de Vincent. Dîner ce soir. J'ai des nouvelles sur la famille Ducas. Je souris et tapai en retour. Bonne nouvelle, j'espère. Les meilleures. Vincent et moi avions maintenu une amitié improbable dans l'année qui a suivi l'arrestation de Frank. Il était devenu quelque chose entre un mentor et un père de substitution, m'apprenant à naviguer dans le monde complexe de la justice et de la rédemption. Par son intermédiaire, j'avais pu établir un contact avec les victimes de Frank, finançant des traitements médicaux, des programmes éducatifs et des prêts commerciaux qui ont contribué à réparer une partie des dommages causés il y a 20 ans. J'ai quelque chose pour toi, dit Isabella, sortant une enveloppe de son sac. De papa. Je pris la lettre avec réticence. Frank purgeait une peine de 25 ans dans une prison fédérale en Oregon, et j'avais refusé toutes ses tentatives de communication. Mais Isabella avait maintenu un contact minimal, plus par obligation que par affection. Qu'est-ce qu'il dit ? Lis-le. J'ai ouvert l'enveloppe et déplié des pages d'écriture manuscrite qui semblaient plus petites, plus fragiles que dans mon souvenir. Stella, je sais que tu ne me pardonneras pas, et je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Tu avais raison sur tout, sur moi, sur notre famille, sur les choix que j'ai faits. Tu avais raison de m'enquêter, raison de me dénoncer, raison de choisir la justice plutôt que la loyauté. J'ai passé 20 ans à me dire que j'avais volé cet argent pour protéger ma famille. Mais la vérité est plus simple et plus laide. Je l'ai volé parce que j'avais peur. Peur de la violence. Peur de la pauvreté.
Peur d'être personne dans un monde qui ne respecte que le pouvoir et l'argent. Tu as choisi le courage là où j'ai choisi la lâcheté. Tu as choisi de construire quelque chose de légitime là où j'ai choisi de voler aux autres. Tu as choisi d'affronter les conséquences là où j'ai choisi de fuir. La fille que j'ai essayé de contrôler est devenue tout ce que je prétendais être. Succès, respectée, puissante et honnête. L'entreprise que j'ai essayé de te voler a accompli plus de bien en un an que Romano Construction en 20. Je ne demande pas pardon. Je te demande de te souvenir que le sang ne détermine pas le caractère. Tu n'es pas moi. Tu ne seras jamais moi. Tu as choisi un chemin différent et le monde s'en porte mieux. Ton père, bien que je sache que j'ai perdu le droit à ce titre, Franck. J'ai plié la lettre et l'ai mise de côté. Comment te sens-tu ? Demanda Isabella. Soulagé, dis-je honnêtement. Pendant 29 ans, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas chez moi parce que je ne pouvais pas accepter sa version de la normalité. Il s'avère que j'avais raison de résister. Et maintenant nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. J'ai fait un geste vers la fenêtre où des équipes de construction travaillaient sur un projet de logement abordable que ce curé finançait, quelque chose qui aide les gens au lieu de leur faire du mal. Isabella sourit, la première expression de bonheur sincère que j'avais vue de sa part depuis la fête de fiançailles. J'aimerais en faire partie si tu me veux. Toujours, dis-je. Nous sommes une famille, la vraie cette fois. En dessous de nous, la ville s'étirait vers l'horizon, pleine de possibilités pour les personnes suffisamment courageuses pour construire des vies authentiques sur des fondations solides.